Et si vous pouviez atteindre une sérénité si profonde que rien ni personne ne puisse vous faire perdre votre centre, où les conflits, les critiques ou les imprévus défileraient devant vous sans vous arracher votre paix, cela semble inatteignable, n'est-ce pas? Pourtant, les grands stoïques y sont parvenus. Alors que d'autres perdaient leur sang-froid face à ce qu'ils ne pouvaient contrôler, eux restaient calmes. Non pas parce qu'ils étaient froids ou insensibles, mais parce qu'ils avaient entraîné leur esprit pour qu'aucune émotion ne les domine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi pouvez y parvenir. Si vous pratiquez ces leçons, vous cesserez de réagir avec colère ou frustration et commencerez à vivre avec un pouvoir intérieur imperturbable. Non pas parce que le monde cessera de vous défier, mais parce que vous cesserez de tomber dans le piège de réagir. Avant de commencer, descendez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je décide de garder mon calme. Je suis maître de mes émotions. » Ce sera votre premier acte de maîtrise de soi. Écrivez-le maintenant et rendez-le réel. Ne vous permettez pas de sauter une seule de ces leçons, surtout la dernière, car elle renferme le secret le plus puissant de tous. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. Apprenez à détecter le premier signe de tension. Apprenez à détecter le premier signe de tension. Cet instant presque imperceptible où quelque chose en vous commence à changer. Peut-être un léger serrement de la mâchoire, un petit nœud dans l'estomac, un changement dans votre respiration. Parfois, c'est une pensée rapide, fugace, qui ne semble pas importante, mais qui, si elle n'est pas prise en compte à temps, se transforme en un incendie émotionnel. La calme ne se perd pas d'un coup, elle s'effrite peu à peu, seconde après seconde, et seuls ceux qui développent une sensibilité fine envers eux-mêmes peuvent empêcher une étincelle de devenir une explosion. Les stoïques savaient que la maîtrise de soi ne commence pas lorsque nous sommes déjà perturbés, mais bien avant, dans ce premier murmure du corps qui avertit que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi apprendre à identifier le début de la tension est l'un des plus grands actes d'intelligence émotionnelle. Le corps parle toujours. Le problème, c'est que la plupart ne l'écoutent pas. Le cœur s'accélère, la respiration s'agite, les épaules se crispent, et pourtant, nous continuons à agir comme si tout allait bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Reconnaître les premiers signes de tension n'est pas une compétence innée, c'est un entraînement conscient. C'est s'arrêter quand vous sentez que quelque chose change en vous. C'est réaliser que votre ton de voix commence à monter, que vos pensées deviennent plus rigides, que votre langage corporel se ferme. Marc Aurèle disait que la première tâche de l'âme rationnelle est de s'observer, et cela implique de développer la capacité de remarquer quand nous commençons à sortir de notre centre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en méditation pour y parvenir. Il suffit de vous prêter attention, de vivre avec plus de présence dans chaque conversation, dans chaque situation qui vous met mal à l'aise. Il y a des signaux qui annoncent ce qui va arriver. Et si vous les ignorez, la tension grandit et prend le contrôle. Mais si vous les détectez à temps, vous pouvez les désamorcer. Tout éclat émotionnel commence par une minuscule réaction. Une pensée qui passe sans filtre, un regard que vous interprétez comme une menace, une sensation physique qui se mêle à des souvenirs ou des croyances inconscientes. Ce qui semble insignifiant au début peut devenir incontrôlable si vous ne l'arrêtez pas. La différence entre perdre le contrôle et garder son calme réside dans la conscience que vous avez du moment présent. La tension n'est pas l'ennemi, c'est l'avertissement. C'est votre corps et votre esprit qui vous disent « quelque chose s'active » et vous décidez si vous l'ignorez ou si vous y prêtez attention. Épictète nous rappelait que ce qui nous perturbe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous réagissons à cela. Et la réaction se forme dans les premières secondes, quand vous avez encore le pouvoir de choisir une autre réponse. Mais pour choisir, il faut être éveillé. Il faut faire de l'auto-analyse une habitude, pas une exception. Et il faut accepter que les émotions n'arrivent pas comme une tempête de nulle part. Elles s'annoncent avant, seulement nous ne les écoutions pas. Détecter le début est la clé pour désamorcer le conflit, car c'est là que vous pouvez encore respirer profondément, changer votre posture corporelle, prendre du recul avant de parler, décider de ne pas répondre sous l'impulsion. Ces secondes de conscience peuvent vous épargner une dispute inutile, une décision que vous regretterez, une réaction qui endommagera ce que vous avez mis des années à construire.
Imaginez que vous êtes dans une situation qui vous agace habituellement. Quelqu'un vous interrompt, vous critique ou agit avec arrogance. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Observez votre pouls. Notez si votre mâchoire se serre, si votre esprit construit déjà un argument pour attaquer. Et alors, arrêtez-vous. Cette pause vaut plus que n'importe quel mot. C'est à ce moment-là que se forge votre véritable force, car le calme n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Et celui qui maîtrise ses premières impulsions est celui qui a vraiment du pouvoir sur lui-même. Les stoïques ne parlaient pas de réprimer, mais de choisir avec sagesse. Détecter la tension n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il ne s'agit pas d'anesthésier les émotions, mais de leur donner de l'espace sans leur permettre de gouverner votre comportement. C'est apprendre à reconnaître le feu sans le laisser vous consumer. C'est savoir que chaque émotion apporte une information, mais que c'est vous qui décidez quoi en faire. La calme se travaille au début, pas quand le conflit est déjà allumé. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que quelque chose change en vous, ne l'ignorez pas. C'est votre moment de pouvoir. C'est le seuil entre l'ancien vous qui réagit sans réfléchir et le nouveau vous qui décide avec clarté. Le premier signe de tension n'est pas une menace, c'est une opportunité pour pratiquer votre paix. Si vous voulez vraiment changer votre relation avec le monde et avec vous-même, commencez par là. Ne laissez pas la situation atteindre son paroxysme pour réagir. Apprenez à vous observer dans les premières secondes, car c'est là que naît la transformation. Aujourd'hui, devenez le gardien de votre calme. Et chaque fois que vous sentirez que quelque chose vous ébranle à l'intérieur, souvenez-vous, vous pouvez respirer, vous pouvez faire une pause, vous pouvez choisir. Maîtriser le premier élan est le véritable acte de liberté. Allez écrire dans les commentaires « Je suis plus fort que ma première réaction ». Leçon 2. Séparez ce qui se passe de votre interprétation. Séparez ce qui se passe de votre interprétation. C'est l'une des clés les plus puissantes pour maintenir le calme, mais aussi l'une des plus ignorées, parce que nous ne réagissons pas aux faits en eux-mêmes, mais à ce que nous croyons qu'ils signifient. Un commentaire, un geste, une absence. Rien de tout cela n'a de signification fixe jusqu'à ce que notre esprit intervienne et lui en attribue une. Et c'est là que commence le problème. Ce qui aurait pu être un événement neutre se transforme, par l'action de nos pensées, en une offense, une menace, un rejet. L'esprit ne se contente pas de voir, il interprète, exagère, dramatise ou anticipe. Et bien souvent, sans que nous nous en rendions compte, nous discutons avec une histoire que nous avons inventée. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'externe vous perturbe, ce n'est pas à cause de ce que c'est, mais à cause de votre jugement à son sujet. Et cela, vous pouvez le changer à tout moment. La calme ne n'est pas de contrôler le monde, mais d'apprendre à l'observer sans distorsion. Imaginez que quelqu'un ne répond pas à votre message. Le fait est simple, il y a une absence de réponse. Mais l'esprit se met à travailler. Il m'ignore, il est fâché contre moi, je ne compte plus pour lui. Aucune de ces interprétations n'est un fait, mais toutes ont le pouvoir d'altérer votre état émotionnel, si vous les prenez pour vrai. C'est là l'origine de la souffrance, non pas ce qui se passe, mais ce que vous croyez qu'il se passe. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Quand vous apprenez à voir sans ajouter de jugement, vous découvrez que la plupart de vos réactions sont inutiles. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous reconnaissez que votre esprit fabrique une histoire qu'il ne vous convient pas de croire. Cette distance entre ce qui se passe et ce que vous interprétez est l'espace où naît votre liberté. C'est là que vous pouvez choisir entre l'impulsion et la clarté. L'esprit humain a un biais naturel vers la survie, c'est pourquoi il anticipe les menaces, exagère les dangers, dramatise les situations simples. C'est une manière primitive de nous protéger, mais dans le monde moderne, cela nous sabote plus qu'autre chose. Un regard sérieux peut être interprété comme de la désapprobation, une erreur au travail comme un signe d'échec, un commentaire neutre comme une critique déguisée. Et ainsi, nous réagissons non pas à ce qui est, mais à ce que nous imaginons. Cette distorsion nous vole notre paix, car nous vivons piégés dans un théâtre mental qui projette constamment des scénarios où nous sommes victimes, rejetés ou attaqués. Mais si vous vous arrêtez un instant, si vous parvenez à vous dire « c'est juste une interprétation, pas une vérité », vous vous donnez l'opportunité de respirer, de voir plus clairement.
Et cette clarté dissout le chaos. La calme s'atteint quand vous apprenez à observer sans étiqueter, quand vous cessez d'ajouter du sens inutile aux choses. Tout n'est pas personnel, tout n'est pas chargé d'intention. Parfois, les choses arrivent, tout simplement. Les gens agissent selon leur état, leurs croyances, leur histoire. Cela n'a pas toujours à voir avec vous. Et en comprenant cela, vous vous libérez. Vous pouvez regarder quelqu'un agir avec rudesse sans vous sentir attaqué. Vous pouvez accepter une erreur sans vous noyer dans la culpabilité. Vous pouvez affronter une difficulté sans sombrer dans un océan de pensées catastrophiques. Voir sans jugement ne signifie pas être indifférent, mais être conscient. Cela signifie répondre depuis la raison, pas depuis l'émotion amplifiée par des interprétations inconscientes. Dans votre quotidien, observez quand votre esprit commence à interpréter. Faites une pause. Demandez-vous, ce que je pense est-il un fait ou une supposition? Suis-je en train de réagir à ce qui s'est réellement passé ou à ce que je crois que cela signifie? Avec cette seule question, vous exercez déjà votre liberté intérieure. Car voir sans distorsion n'est pas un don mystique, c'est une pratique quotidienne. C'est apprendre à reconnaître vos propres filtres mentaux et ne pas les laisser définir votre état émotionnel. C'est vous rappeler que vous n'êtes pas vos pensées et que vous pouvez vous entraîner à vivre avec plus de clarté et moins de drame. Marc Aurèle conseillait de regarder chaque chose telle qu'elle est en essence, sans ajout. C'est cela, la pratique. Séparer ce qui se passe de ce que vous pensez qu'il se passe. Quand vous y parvenez, vous découvrez que la plupart de vos conflits se dissolvent d'eux-mêmes, car ils étaient du vent, ils n'étaient pas réels, juste des interprétations mal gérées. La prochaine fois que vous sentirez de la colère, de l'anxiété ou de la tristesse, ne vous précipitez pas pour réagir. Asseyez-vous avec vous-même. Demandez-vous quelle part de cela est réalité et quelle part est une histoire mentale, puis décidez si vous voulez continuer à nourrir cette narration. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, non pas sur les faits, mais sur la manière dont vous les percevez. Et dans cette perception se définit votre paix. Car il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, mais d'apprendre à voir avec des yeux plus clairs. Et chaque fois que vous le faites, vous récupérez votre centre. Alors, aujourd'hui, quand quelque chose vous perturbe, souvenez-vous, ne répondez pas à l'histoire, répondez aux faits. La calme est une conséquence de voir clairement. Si ce message a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Voir sans jugement, c'est voir avec pouvoir ». Leçon 3. Brisez l'habitude de répondre à chaud. Cette réaction immédiate, impulsive, chargée d'émotions, est responsable de nombreux conflits que nous regrettons ensuite. On nous a appris à répondre vite, à ne pas nous taire, à montrer que nous avons du caractère. Mais personne ne nous a enseigné la valeur de la pause, d'attendre quelques secondes, de prendre une inspiration avant de parler. Car, en réalité, tout ne nécessite pas une réponse immédiate, et bien souvent, la chose la plus sage est de ne pas répondre au moment précis où l'émotion est à son apogée. Les stoïques le savaient bien. Celui qui répond depuis la colère, la blessure ou l'impatience répond rarement avec intelligence. Et ce qui commence comme un simple désaccord peut devenir une dispute inutile, nuisible, irréversible. La clé est de briser ce réflexe automatique qui nous pousse à réagir sans réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Vous n'êtes pas tenu d'avoir le dernier mot. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit dans la première seconde. Cet espace entre le stimulus et la réponse est l'endroit où réside votre véritable liberté. Car lorsque quelqu'un vous provoque, vous questionne ou vous blesse, il est facile de répliquer instantanément. Mais cela ne vous donne pas du pouvoir, cela vous l'enlève. Réagir à chaud, c'est se laisser emporter, c'est agir depuis l'impulsion et non depuis la conscience. C'est permettre à l'émotion de tenir le gouvernail. Mais si vous décidez de faire une pause, si vous prenez une petite inspiration avant d'agir, vous reprenez le contrôle. Prendre du recul n'est pas se rendre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est une forme de pouvoir. Épictète disait que personne ne peut vous faire de mal si vous ne lui donnez pas ce pouvoir. Et ce pouvoir, vous le donnez lorsque vous agissez sans réfléchir, lorsque vous répondez depuis le feu plutôt que depuis la clarté. Retardez votre réaction de 10 secondes et vous verrez la différence. Seulement 10 secondes, cela semble peu, mais c'est suffisant pour tout changer. Dans ce court laps de temps, vous pouvez observer comment votre corps réagit
comment votre respiration s'accélère, comment vos pensées se tendent. Vous pouvez vous demander si cela vaut vraiment la peine de répondre, s'il existe une meilleure manière de le faire, si ce que vous êtes sur le point de dire reflète qui vous êtes, ou simplement ce que vous ressentez. Ces secondes ne refroidissent pas seulement l'émotion, elles vous rendent la perspective. Elles vous donnent le temps nécessaire pour choisir une réponse plus alignée avec votre paix qu'avec votre ego. Rappelez-vous que ce qui est dit sous le coup de la chaleur construit rarement, mais ce qui est dit avec tempérance a le pouvoir de transformer. Chaque fois que vous freinez votre impulsion de répondre immédiatement, vous entraînez votre esprit à être votre allié, pas votre ennemi. Le temps apaise ce qui semblait urgent. Parfois, il suffit de laisser passer un peu de temps. Ce qui semblait une offense insupportable, à un moment donné ne semble plus si grave quelques heures plus tard. Ce que vous vouliez dire avec fureur ne mérite même plus d'être dit plus tard. Le temps a cette vertu. Il filtre, il vous permet de distinguer ce qui est important de ce qui est superflu, ce qui mérite votre attention de ce qui cherche seulement à voler votre calme. Marc Aurèle recommandait d'observer nos émotions comme des nuages passagers, de ne pas nous identifier à elles, de les voir, d'attendre, de les laisser passer, puis de décider avec clarté. Combien d'erreurs éviterions-nous si nous apprenions simplement à attendre, à reporter cette réponse qui brûle, mais qui risque de nous brûler nous-mêmes. Parfois, le silence n'est pas une absence de réponse, mais une réponse plus sage que n'importe quel mot. Car celui qui se tait avec conscience dit plus que celui qui crie depuis la réaction. Briser l'habitude de répondre à chaud, c'est entraîner une nouvelle manière d'être au monde. Plus présent, plus serein, plus efficace. Cela signifie que vous choisissez quand, comment et depuis quel état répondre, que vous ne vous laissez pas entraîner par chaque provocation, que vous ne vous définissez pas par le moment, mais par votre capacité à le transcender. Sénèque disait qu'il n'y a pas de plus grand signe de sagesse que la capacité de différer la réaction. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de répondre sur le champ, arrêtez-vous, comptez jusqu'à 10, respirez et choisissez si cela en vaut la peine, car votre énergie est précieuse, votre paix l'est encore plus. Aujourd'hui, devenez maître de votre réponse. Et chaque fois que vous brisez cet élan de réagir, vous vous rappelez qui commande. Si ce message vous a fait réfléchir, écrivez maintenant. Celui qui réponde avec une pause, réponde avec pouvoir. Leçon 4. Entraînez une respiration qui vous ancre. Ce n'est pas seulement une technique pour vous détendre, c'est un outil de maîtrise personnelle. Car le calme n'est pas une pensée, c'est une physiologie. Et si vous n'apprenez pas à calmer votre corps, votre esprit restera prisonnier du chaos. On nous a appris à essayer de nous calmer, en pensant différemment, en nous convainquant mentalement que tout va bien. Mais on nous rappelle rarement que la sérénité commence bien plus bas, dans les poumons, dans le rythme de votre respiration, dans la manière dont vous oxygénez votre corps. Quand vous respirez vite et superficiellement, votre système interprète qu'il y a un danger. Il active l'alerte, accélère le cœur, bloque la raison. Mais quand vous inspirez profondément et expirez lentement, le message est différent. Tout est sous contrôle. Dans cet acte simple, presque invisible, commence votre pouvoir. Car la respiration ne vous maintient pas seulement en vie, elle peut vous maintenir en calme. Inspirez profondément, expirez lentement et revenez au présent. Cela semble facile, mais nous ne le faisons pas. La plupart vivent avec une respiration agitée, inconsciente, comme s'ils étaient toujours sur le point de courir ou de se défendre. Et ce n'est pas un hasard si tant de gens vivent tendus, anxieux, réactifs. Ce n'est pas seulement l'esprit, c'est le corps en mode défense, piégé dans une respiration qui perpétue la tension. Mais si, chaque fois que vous sentez que quelque chose vous déstabilise, vous faites une pause et portez votre attention sur votre respiration, quelque chose change. C'est comme si la tempête s'arrêtait un instant. Car en respirant consciemment, vous obligez votre corps à sortir du mode automatique. Vous l'obligez à s'arrêter. Et ce petit geste peut éviter un conflit, une parole de trop, une décision regrettable. Vous n'avez pas besoin d'une technique sophistiquée, juste de la conscience, juste de décider qu'avant de réagir, vous allez respirer. Et en le faisant, vous reprenez le contrôle. La respiration dirige votre système nerveux. Ce n'est pas seulement de l'air qui entre et sort, c'est l'interrupteur direct qui régule votre état. Quand vous respirez de manière agitée, vous activez votre système sympathique, celui qui est chargé de combattre ou de fuir.
Mais si vous respirez lentement et profondément, vous activez le système parasympathique, celui qui calme, qui digère, qui guérit. En d'autres termes, vous pouvez passer du chaos à la clarté simplement en changeant votre façon de respirer. Et ce qui est le plus puissant, c'est que vous n'avez besoin de rien d'externe. Pas besoin de méditer 1 heure, ni de partir en retraite. Juste d'être présent et de respirer avec intention. 3 secondes pour inspirer, 5 pour expirer. Faites-le maintenant, ressentez-le. C'est votre ancre, c'est votre outil, pour ne pas vous laisser emporter par les émotions du moment. Car le corps est toujours dans le présent, et si vous entraînez votre respiration, vous pouvez ramener votre esprit au présent. À l'heure actuelle, dominez le corps et vous dominerez l'esprit. Les stoïques savaient que l'esprit ne peut gouverner si le corps est hors de contrôle. C'est pourquoi ils insistaient sur la discipline physique, sur la présence, sur le soin de soi. Épictète disait que personne ne peut être libre s'il n'apprend pas à se gouverner lui-même. Et se gouverner commence par le corps. Si vous entraînez votre corps à rester calme quand tout autour de vous s'agite, vous cultivez l'une des formes les plus puissantes de liberté, car vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dehors, mais vous pouvez vous entraîner à répondre depuis la sérénité. Et cette sérénité se construit respiration après respiration. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive par magie, c'est quelque chose que vous pratiquez. Chaque fois que vous choisissez d'inspirer profondément au lieu de crier, chaque fois que vous expirez lentement au lieu de répondre depuis la colère, chaque fois que vous vous ancrez dans votre corps au lieu de vous perdre dans vos pensées, faites de votre respiration un refuge, un lieu où vous pouvez revenir à tout moment, peu importe où vous êtes, au milieu du trafic, avant une conversation difficile, juste quand vous sentez la tension monter. Respirez. Entraînez votre corps à ne pas entrer en panique, à se rappeler que vous êtes en sécurité, que vous pouvez gérer ce qui vient. Avec le temps, vous remarquerez que vous ne réagissez plus de la même manière, que là où vous explosiez avant, vous pouvez maintenant rester ferme, que là où vous vous débordiez, vous pouvez maintenant vous contenir. Car vous avez construit une base solide en vous, car vous avez cultivé un outil silencieux mais puissant, car maintenant, vous savez que la véritable maîtrise n'est pas de crier plus fort, mais de respirer plus profondément. Alors, aujourd'hui, prenez cet engagement avec vous-même. Chaque fois que vous sentirez que vous perdez votre centre, revenez à votre respiration, revenez à votre ancre. Si ce message vous a touché au plus profond de vous, écrivez dans les commentaires « Celui qui domine sa respiration domine son destin ». Leçon 5. Souvenez-vous, ce n'est pas personnel, même si ça en a l'air. Souvenez-vous, ce n'est pas personnel, même si ça en a l'air. Parfois, les mots font mal. Parfois, le ton, l'indifférence, la critique ou le mépris des autres semble être une agression directe. On le ressent comme une attaque contre notre identité, notre valeur, notre dignité. Mais cette perception, bien qu'intense, est presque toujours fausse. Ce que les autres font dit plus sur leur monde que sur le vôtre. Leurs actions, leurs tons, leurs gestes sont façonnés par leurs propres blessures, leurs frustrations, leurs insécurités. Et si vous ne faites pas attention, si vous prenez tout comme quelque chose de personnel, vous vous laisserez emporter par chaque conflit, chaque regard froid, chaque message sans réponse. Votre paix sera prise en otage par le comportement des autres. Mais si vous parvenez à prendre du recul et à vous rappeler que celui qui blesse est blessé, vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez regarder les choses différemment, non pas avec naïveté, mais avec compréhension, non pas avec faiblesse, mais avec une force intérieure. Celui qui blesse est blessé, et cette blessure se manifeste par de l'agressivité, du mépris, du jugement ou du sarcasme. Ce n'est pas une justification, c'est une explication. Car personne qui est véritablement en paix n'a besoin de faire du mal à autrui. Personne qui est bien avec lui-même n'a besoin d'attaquer, de rabaisser ou d'ignorer. Quand quelqu'un agit avec mépris, il projette sa propre douleur. Quand quelqu'un vous insulte, il ne vous décrit pas, il parle depuis son propre chaos interne. Et vous décidez si vous acceptez ce poison ou non, car c'est ce que font beaucoup de gens. Ils distribuent leur malaise enveloppé dans des mots, des gestes ou des attitudes, en espérant que vous le receviez et le fassiez vôtre. Mais vous pouvez choisir de ne pas le porter. Vous pouvez l'écouter sans l'absorber. Vous pouvez voir la blessure au lieu de l'attaque. Épictète disait que si quelqu'un vous insulte et que vous ne le prenez pas comme une offense, alors il n'y a pas d'offense.
juste des mots vides qui n'ont pas trouvé où se planter. Ne prenez pas le poison qu'on vous offre, car si vous le faites, vous vous empoisonnez, vous nourrissez votre esprit de colère, de rancune ou de tristesse pour quelque chose qui ne vous appartient même pas. Il y a une phrase qui dit « Ce que Pierre dit de Jean dit plus sur Pierre que sur Jean ». C'est la clé. Il ne s'agit pas de justifier celui qui vous traite mal, mais de vous protéger de le prendre comme quelque chose de personnel. Car quand vous supposez que tout ce que font les autres est contre vous, vous vivez dans une constante défense, en tension, en alerte, et cela épuise, cela vole votre énergie. Ce que quelqu'un dit peut faire mal, oui, mais ce que vous faites avec ces mots définit si cette douleur devient une blessure ou un apprentissage. Vous pouvez l'observer, le filtrer, comprendre d'où ça vient, et vous pouvez choisir de ne pas répondre avec le même poison, car votre paix vaut plus que votre orgueil. Car parfois, avoir raison est bien moins important que de garder votre équilibre. Votre paix vaut plus que votre orgueil, et ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de vous laisser marcher dessus, mais de reconnaître que tout ne mérite pas votre énergie, que répondre avec colère, c'est tomber dans le jeu de l'autre, que bien souvent, le silence, la distance ou l'indifférence sont des réponses plus puissantes que n'importe quelle dispute. Marc Aurèle disait que si quelqu'un agit mal, l'erreur est en lui, pas en vous. Et c'est libérateur, car vous n'avez plus besoin de vous défendre, de vous justifier ou de réagir à tout. Vous pouvez laisser passer, vous pouvez comprendre sans vous impliquer émotionnellement, vous pouvez choisir votre paix comme priorité. Et c'est un acte de force, pas de faiblesse. C'est regarder avec compassion sans absorber le chaos. C'est rester ferme tandis que les autres tournent dans leur propre tourbillon. Dans votre quotidien, vous commencerez à voir beaucoup de situations sous un autre angle. Un conducteur qui crie, un collègue qui se montre hostile, un proche qui critique toujours. Avant, peut-être que vous répondiez sur le même ton. Mais maintenant, vous pouvez observer. Vous pouvez penser « ce n'est pas à moi ». Vous pouvez vous rappeler que vous n'êtes pas la poubelle émotionnelle de quiconque, que vous avez le droit de protéger votre énergie, et que tout ce qui semble personnel ne l'est pas vraiment. Beaucoup ne font que répéter leur schéma, décharger leur frustration sur celui qui est à proximité, et attendre que vous entriez dans leur jeu. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez suivre votre chemin, vous pouvez sourire sans cynisme, vous pouvez vous retirer sans ressentiment, et en le faisant, vous gagnez, car vous avez décidé que votre paix n'est pas négociable. La prochaine fois que vous sentirez que quelqu'un vous blesse, ne répondez pas depuis la douleur. Respirez, observez et rappelez-vous, ce n'est pas personnel, même si ça en a l'air. C'est juste une blessure étrangère qui cherche à s'étendre et vous pouvez lui poser des limites sans perdre votre calme. Aujourd'hui, décidez de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Ne prenez pas le poison, ne laissez pas le monde dicter votre état intérieur. Si ce message a résonné en vous, écrivez maintenant. Ma paix ne se touche pas. Leçon 6. Anticipez les scénarios qui vous perturbent le plus, car beaucoup d'entre eux ne sont pas surprenants. Ils se répètent. C'est toujours le même type de commentaire, la même attitude, la même situation qui sait toucher votre orgueil, vous irriter, vous blesser ou vous déstabiliser. Et pourtant, vous y arrivez sans préparation, comme si c'était la première fois. Vous réagissez sous l'impulsion, comme si vous ne connaissiez pas déjà ce schéma. Mais vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez vous préparer mentalement pour ce qui est prévisible, car ce qui nous déstabilise le plus, ce n'est pas ce qui arrive, mais le fait que nous soyons pris au dépourvu pour y faire face. Les stoïques parlaient de la préméditatio malorum, la pratique de visualiser les obstacles avant qu'ils ne surviennent, non pas avec pessimisme, mais avec sagesse. Si vous savez qu'il y a des situations qui vous perturbent, pourquoi ne pas répéter votre réponse à l'avance? Si vous savez que quelqu'un dans votre entourage a tendance à vous provoquer, pourquoi ne pas décider dès maintenant comment vous réagirez la prochaine fois? Cette prévision réduit l'impact émotionnel, car ce qui ne surprend pas ne domine pas. Si vous êtes passé mentalement par un scénario difficile avant qu'il ne se produise, vous êtes mieux préparé. C'est comme un entraînement invisible. Cela vous permet de vous dire « cela pourrait arriver, et si ça arrive, je réagirai ainsi ». Cette petite préparation fait une grande différence, car lorsque le moment arrive, votre esprit n'entre pas en panique, vous n'avez pas besoin d'improviser sous l'impulsion.
Vous y étiez déjà. Vous avez déjà pensé avec clarté à la manière d'agir. Cette prévision est une forme de soin de soi, une forme de leadership personnel. Répétez votre réponse avant le conflit. Ce n'est pas exagérer, c'est renforcer votre tempérance. C'est concevoir votre comportement à l'avance pour que l'environnement ne décide pas à votre place de ce que vous allez ressentir ou de la manière dont vous allez agir. Là où vous êtes déjà allé dans votre esprit, vous êtes plus fort. Car l'esprit, lorsqu'il visualise, s'entraîne. Et lorsque vous vous entraînez, vous répondez mieux. Il ne s'agit pas de vivre en attendant le pire, mais de répéter la meilleure version de vous dans les moments les plus difficiles. Si vous savez que le trafic vous irrite, entraînez-vous à respirer, à vous dire quelque chose, à lâcher l'urgence. Si vous savez que quelqu'un vous critique toujours lors d'une réunion, décidez à l'avance que vous ne réagirez pas depuis la blessure, mais depuis votre centre, que vous respirez profondément et laisserez ces mots passer comme le vent. Si vous savez qu'une conversation en attente vous stresse, préparez vos réponses, votre ton, votre attitude. Ne laissez pas ce qui est prévisible vous surprendre. Ne laissez pas ce que vous connaissez déjà vous faire perdre votre axe. Car il n'y a pas de pire chaos que celui qui vient d'être mentalement absent face à ce que vous auriez pu prévoir. Anticiper, ce n'est pas vivre dans l'anxiété, c'est vivre avec intention. C'est vous mettre en avant de votre propre réaction. C'est vous rappeler que, bien que vous ne puissiez pas contrôler le monde, vous pouvez décider comment vous y arrivez. Marc Aurèle écrivait que les hommes sont faits les uns pour les autres, mais cela n'implique pas que vous deviez vous soumettre aux émotions que les autres éveillent. Être fait pour vivre en société implique aussi de se préparer aux frictions inévitables, non pas pour les éviter, mais pour ne pas en être victime. Imaginez une provocation et répondez avec calme. Imaginez un malentendu et agissez avec clarté. Imaginez un mépris et maintenez votre dignité. C'est du pouvoir anticipé, c'est de la force construite avant le conflit. Faites de cette pratique une habitude. Chaque matin, imaginez les scénarios où vous perdez habituellement votre calme, non pas pour les craindre, mais pour vous transformer à l'intérieur. Demandez-vous, que ferait aujourd'hui la meilleure version de moi dans cette situation? Et décidez dès maintenant que ce sera votre guide. Vous verrez qu'avec le temps, ce qui vous faisait sortir de votre axe perd de sa force, car cela ne rencontre plus un terrain sans défense. Cela rencontre quelqu'un qui y a déjà été, qui l'a vu venir, qui a choisi comment agir. Et ce simple changement change tout. Alors, ne laissez pas vos réponses au hasard. N'improvisez pas votre tempérance. Pratiquez aujourd'hui dans votre esprit la réaction que vous voulez avoir demain. Répétez votre paix comme si c'était un muscle. Entraînez votre réponse comme un guerrier s'entraîne avant la bataille. Car celui qui anticipe ne réagit pas seulement mieux, il souffre aussi moins. Aujourd'hui, engagez-vous à ne plus être victime de ce qui est prévisible. Si vous vous reconnaissez dans ce message, écrivez dans les commentaires « Je ne serai pas pris par surprise, là où j'ai déjà été avec un esprit ferme ». Leçon 7. Choisissez vos batailles avec sagesse. Choisissez vos batailles avec sagesse, car tout ne mérite pas votre énergie, même si cela semble urgent. Nous vivons dans un monde où chaque désaccord devient un conflit, où chaque commentaire se transforme en motif de défense, et où céder ou se taire semble synonyme de faiblesse. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force ne réside pas dans le fait de réagir à tout, mais dans le fait de savoir quand ne pas le faire. L'impulsion de répondre, de corriger, de prouver que vous avez raison est forte, mais chaque fois que vous cédez à cette impulsion, vous payez un prix, votre paix, et il n'y a rien de plus précieux que cela. La plupart des disputes que vous affrontez ne sont pas nécessaires. Elles ne vous transforment pas, ne vous élèvent pas, ne construisent rien. Elles consomment, elles épuisent, elles détournent votre attention vers ce qui n'a pas d'importance. C'est pourquoi apprendre à choisir vos batailles, ce n'est pas se rendre, c'est se protéger. Vous gagnez plus en vous taisant qu'en répondant. Non pas parce que vous ne pourriez pas dire quelque chose de brillant, de tranchant ou de blessant, mais parce que vous comprenez que tout ce que vous pouvez dire ne doit pas être dit. Il y a des victoires qui usent plus qu'elles n'apportent, et il y a des silences qui en disent plus sur vous que n'importe quel argument. Sénèque disait qu'il est plus sage d'ignorer un fou que de discuter avec lui. Car même si vous gagnez la dispute, vous avez perdu votre temps. Vous êtes entré dans son terrain, dans son jeu, et c'est suffisant pour vous éloigner de votre centre. Apprendre à se taire, ce n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise émotionnelle.
C'est savoir que le silence peut aussi être une forme de réponse, et souvent la plus intelligente. Choisissez d'être libre plutôt que d'avoir raison, car avoir raison est un besoin de l'ego, mais la liberté est un besoin de l'âme. Et bien souvent, en voulant avoir raison, nous perdons notre tranquillité. Nous voulons prouver notre point, corriger l'autre, montrer que nous ne nous sommes pas trompés. Mais cela en vaut-il la peine? Que gagnez-vous vraiment? Peut-être un moment de satisfaction, mais au prix d'heures de tension, de pensées circulaires, d'émotions inutiles. Quand vous choisissez votre liberté par-dessus votre orgueil, vous choisissez votre bien-être par-dessus le bruit. Vous dites « Je peux laisser passer cela, je n'ai pas besoin d'aller plus loin ». Marc Aurèle le pratiquait quotidiennement. Il laissait passer ce qui ne touchait pas son âme, ce qui n'apportait pas de valeur. Et c'est ce que vous devez commencer à entraîner. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être sélectif. Tout ne mérite pas une réaction, car tout n'a pas le même poids dans votre vie. Chaque réaction vous rapproche ou vous éloigne de votre paix. Et si vous commencez à observer vos journées avec honnêteté, vous verrez que bien souvent, ce n'est pas le monde qui vous a perturbé, mais votre décision d'entrer dans des guerres inutiles. Vous avez répondu à un message avec colère, vous avez pris un commentaire personnellement, vous avez voulu corriger quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Et là, votre calme s'est envolé. Là, vous avez donné votre pouvoir. Mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire une pause avant de répondre. Vous pouvez vous demander, cela importe-t-il vraiment? Cela définit-il quelque chose d'essentiel dans ma vie? Cela mérite-t-il mon énergie? Et bien souvent, la réponse sera non. Alors, vous choisissez de ne pas entrer, non pas par lâcheté, mais par maturité, par la compréhension que votre énergie n'est pas infinie et que chaque fois que vous réagissez à l'insignifiant, vous perdez des ressources pour ce qui compte vraiment. Commencez à observer quelles batailles valent vraiment votre attention. Cette dispute vous rapproche-t-elle de votre meilleure version? Cette réaction vous éloigne-t-elle de votre but? Cette conversation construit-elle ou ne fait-elle que décharger la tension? Car si cela n'apporte pas de clarté, si cela ne transforme pas, si cela ne guérit pas, alors peut-être que le plus sage est de vous retirer. Ne pas répondre, c'est aussi répondre. Ne pas s'engager, c'est aussi marquer votre niveau. Et quand vous faites de cette attitude une habitude, quelque chose change. Les gens commencent à vous voir différemment. Vous-même commencez à vous sentir différent, plus serein, plus maître de vous, plus libre. Car vous avez cessé de vous battre là où il n'y a rien à gagner, et vous avez commencé à protéger ce qui a le plus de valeur, votre paix intérieure. Alors, aujourd'hui, décidez avec fermeté. Je ne vais pas réagir par impulsion. Je ne vais pas entrer dans des batailles qui ne me construisent pas. Je vais choisir ma paix plutôt que mon orgueil, car mon énergie est sacrée, et tout ne mérite pas une part d'elle. Si quelque chose en vous s'est éveillé avec ces mots, écrivez dans les commentaires. Celui qui choisit ses batailles, choisit sa liberté. Leçon 8. Utilisez le silence comme stratégie. Dans un monde qui réagit, crie, se justifie et contre-attaque, le silence devient une forme de contrôle. Tout n'a pas besoin d'une réponse. Toute provocation ne mérite pas d'écho, et tout ce qu'on vous dit ne nécessite pas de défense. Parfois, le plus grand acte d'intelligence est de ne pas répondre, car le silence est une réponse, et bien souvent la plus forte. Il parle de retenue, de tempérance, de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Au lieu d'attiser le feu, vous le laissez sans oxygène. Au lieu de vous laisser emporter, vous restez ferme. Et cela déconcerte, car le silence désarme. Il désarme celui qui attendait une réaction, celui qui cherchait votre colère, celui qui voulait que vous vous perdiez. Ne pas alimenter le feu, c'est l'éteindre. Les disputes croissent quand quelqu'un décide de jouer. Mais si l'un des deux n'entre pas, le jeu s'arrête. Il n'y a pas de combat sans deux participants, et vous pouvez décider de ne pas participer, non pas par indifférence vide, mais par la clarté de savoir ce que vaut votre énergie. Demandez-vous, cela en vaut-il la peine? Vais-je changer quelque chose avec ma réponse? Ou suis-je en train de réagir sous l'impulsion? Le silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas dire quelque chose, c'est que vous choisissez de ne pas le dire, car vous savez que votre paix passe en premier, car vous savez que parfois, celui qui crie perd le contrôle, mais celui qui se tait le conserve. Tout n'a pas besoin d'être expliqué, tout n'a pas besoin d'être clarifié. Celui qui vous connaît n'en a pas besoin.
Celui qui ne veut pas comprendre ne le fera pas non plus. Alors, à quoi bon parler? Laisser une provocation sans écho, c'est la désarmer. Car celui qui provoque a besoin de bruit, il a besoin que vous répondiez, que vous entriez dans son terrain, que vous perdiez votre axe. Mais si vous restez silencieux, il se retrouve seul avec son propre bruit. Et cela déstabilise plus que n'importe quel cri. Le silence n'est pas de la soumission, c'est de la maîtrise. C'est savoir que vous pourriez répondre, mais que vous choisissez de ne pas le faire. C'est montrer que vous êtes au-dessus du besoin de vous défendre tout le temps. Épictète enseignait que ce que vous n'alimentez pas s'affaiblit. Si quelqu'un vous attaque et que vous répondez, vous renforcez le conflit. Mais si vous ne répondez pas, vous l'arrêtez net. Et pas parce que vous n'avez pas de caractère, mais parce que vous l'avez cultivé, parce que vous n'êtes plus disponible pour des batailles qui ne construisent rien, parce que vous comprenez que la provocation n'a de pouvoir que si vous la validez. Et en ne répondant pas, vous lui enlevez ce pouvoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le conflit, car le silence est une pause, et dans la pause, il y a de la réflexion. Dans la pause, il y a une vision plus claire. Dans la pause, il y a une force contenue. Les stoïques pratiquaient cette pause. Ils savaient que le premier élan n'est pas le plus sage, que réagir immédiatement, c'est tomber dans le piège de l'autre. Mais le silence vous permet de choisir avec plus d'intelligence. Si vous parlez, que ce soit depuis la sérénité, pas depuis le désordre. Si vous répondez, que ce soit depuis la vérité, pas depuis le besoin d'avoir raison. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence puissante, une présence qui dit « Je suis ici, je vois ce qui se passe, mais je ne me perdrai pas là, dedans ». C'est une déclaration de liberté. Car lorsque vous choisissez le silence, vous dites que rien d'externe n'a le pouvoir de vous arracher votre centre. Vous pouvez l'utiliser dans chaque situation, face à une critique sans fondement, dans une dispute qui s'envenime, face à une provocation déguisée en ironie. Respirez, observez et choisissez de vous taire. Non par peur, mais par maîtrise. Non par faiblesse, mais par sagesse. Car le silence ne protège pas seulement votre paix, il la renforce. Avec le temps, vous remarquerez que vous n'avez pas besoin d'autant de mots pour maintenir votre place, que vous pouvez être présent sans rien expliquer, que votre force réside dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Et cela vous transforme, vous rend plus conscient, plus serein, plus immunisé contre le chaos des autres. Rappelez-vous que vous ne gagnerez pas toutes les batailles avec des arguments. Certaines se gagnent avec l'élégance du silence. Alors, aujourd'hui, faites du silence votre bouclier. Utilisez-le avec intention. Utilisez-le pour protéger votre énergie, pour mieux observer, pour répondre seulement quand cela en vaut vraiment la peine. Car celui qui maîtrise le silence ne fait pas qu'éviter les conflits, il s'élève au-dessus d'eux. Si quelque chose en vous vibre avec cette vérité, écrivez dans les commentaires. Celui qui sait se taire détient le véritable pouvoir. Leçon 9. Redéfinissez votre concept de force. Car ce qu'on nous a appris comme étant de la force est bien souvent juste un masque d'insécurité. Crier n'est pas du pouvoir, c'est du désordre. Imposer par la peur n'est pas du respect, c'est une intimidation vide. Réagir avec violence ou agressivité ne montre pas de la grandeur, mais un manque de maîtrise intérieure. Pendant des années, on a confondu la force avec le bruit, avec l'impact immédiat, avec la réponse rapide et percutante. Mais si vous y réfléchissez calmement, vous verrez que celui qui a vraiment du pouvoir n'a pas besoin de s'élever, de s'emporter, de prouver quoi que ce soit. La véritable force, c'est la sérénité sous pression. C'est ce geste tranquille au milieu du chaos. Ce regard serein quand les autres s'agitent. Cette posture ferme qui n'a pas besoin de mots. Celui qui se domine lui-même dans le moment le plus difficile est plus fort que celui qui domine les autres. Être calme, ce n'est pas être faible, c'est être maître de soi. Car n'importe qui peut crier quand quelque chose l'agace. N'importe qui peut répondre avec colère. N'importe qui peut agir sous le coup de l'émotion. Mais tout le monde ne peut pas respirer profondément, penser avec clarté et décider de répondre avec hauteur. Cela demande de la discipline, du travail intérieur, le choix du contrôle quand tout invite au désordre. Marc Aurèle disait qu'il ne s'agit pas d'éviter les coups de la vie, mais d'être capable de les recevoir sans perdre sa nature. C'est cela, le véritable pouvoir. La calme n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la résignation, c'est de la présence, de la fermeté sans rigidité.
une autorité qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Quand quelqu'un réagit avec agressivité, son âme est en guerre. Mais quand quelqu'un agit avec calme au milieu du conflit, son âme est en paix. Et cette paix impose le respect. Celui qui maintient son calme impose le respect sans mots, car il transmet la sécurité, la stabilité, quelque chose que tout le monde désire mais que peu parviennent à maintenir, l'équilibre. Et l'équilibre est magnétique, il est inspirant. Vous avez croisé des personnes comme celle-ci. Elles n'ont pas besoin de s'imposer, de répondre à chaque provocation, mais leur seule présence marque des limites. Car celui qui n'a pas besoin de se défendre constamment montre qu'il s'est déjà gagné lui-même. Et c'est le respect le plus puissant, celui qui naît de l'exemple, pas du bruit. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous maintenez votre centre, vous lui montrez qu'il n'a pas de pouvoir sur vous, que vous décidez depuis quel état répondre, que votre état intérieur n'est pas à vendre. Ce type de force est incassable, car elle ne dépend pas de l'approbation extérieure ni de l'opinion des autres. Elle est interne, silencieuse, ferme. Redéfinir la force, c'est cesser de chercher la validation dans la réaction, c'est comprendre que la force, ce n'est pas s'imposer sur les autres, mais être immunisé contre le chaos des autres, que le caractère, ce n'est pas exploser, mais contenir sans que cela vous détruise de l'intérieur. C'est se rappeler que votre énergie est limitée, et que chaque fois que vous la donnez au conflit, vous vous éloignez de vous. La force ne se mesure pas au volume de votre voix, mais à la profondeur de votre conscience, à votre capacité à maintenir votre paix quand tout vous invite à la perdre, à votre habileté à observer sans vous laisser emporter, à votre engagement à répondre comme la personne que vous voulez être et non comme l'émotion que vous ressentez sur le moment. Posez-vous cette question dans les jours à venir. Quel type de force veux-je incarner? Celle qui explose ou celle qui se contient? Celle qui crie ou celle qui guide avec présence? Celle qui impose ou celle qui inspire? Car vous décidez, vous choisissez quelle valeur représente votre conduite. Et chaque fois que vous choisissez le calme, vous redéfinissez la force pour vous et pour ceux qui vous entourent. Car les autres observent aussi, et peut-être que quelqu'un a besoin de voir qu'on peut être ferme sans être agressif, qu'on peut répondre sans perdre la sérénité, qu'on peut être fort sans élever la voix. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à pratiquer cette force différente. N'attendez pas le conflit pour le faire. Entraînez-la dans le quotidien, dans le léger désaccord, dans le commentaire déplacé, dans l'inconfort du moment. Respirez, souvenez-vous de qui vous êtes et choisissez votre paix comme priorité, car il n'y a pas de plus grande démonstration de force que de rester ferme sans avoir besoin de faire du bruit. Si cette réflexion vous a touché au plus profond de votre être, allez dans les commentaires et écrivez « Ma force ne crie pas, ma force soutient ». Et c'est cette force qui transforme. Leçon 10. N'attendez pas le calme du monde, soyez la source. N'attendez pas le calme du monde, soyez la source. Car si vous attendez que les autres changent, que tout s'aligne, que le bruit extérieur s'éteigne pour être en paix, vous passerez votre vie entière à réagir. Les gens changeront, le chaos continuera, les imprévus ne disparaîtront pas. Il y aura toujours quelqu'un qui critique, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, une situation qui échappe à votre contrôle. Mais votre sérénité ne doit pas dépendre de l'extérieur, car l'extérieur est instable, imprévisible, éphémère. Si vous faites dépendre votre état intérieur de cela, vous serez à la merci de chaque stimulus, de chaque geste, de chaque mot. Et c'est vivre comme une feuille emportée par le vent. Mais vous n'êtes pas une feuille, vous êtes une racine, et vous pouvez décider de vous ancrer, de vous maintenir, de construire un calme qui n'a pas besoin de la permission du monde pour se manifester. Soyez celui qui apporte l'équilibre, pas celui qui le cherche, car il y a deux types de personnes, celles qui cherchent la paix dehors et celles qui la génèrent de l'intérieur, celles qui demandent le silence et celles qui le transmettent par leur simple présence, celles qui ont besoin que tout aille bien pour se sentir bien, et celles qui vont bien même quand tout semble aller mal. Et il ne s'agit pas d'insensibilité, mais de leadership émotionnel, d'avoir compris que la calme authentique n'est pas un reflet de l'environnement, c'est une décision personnelle. Épictète disait que personne n'a de pouvoir sur notre esprit si nous ne lui donnons pas ce pouvoir. Et cela inclut aussi le désordre du monde. Celui qui s'entraîne à se maintenir quand tout tremble devient une source de stabilité pour les autres. Il ne cherche pas à être calmé, il calme. Il n'attend pas qu'on lui donne de la sécurité,
il la projette. Et c'est l'une des formes les plus profondes de liberté. La calme authentique naît à l'intérieur. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas un masque, c'est une pratique. C'est le résultat d'avoir décidé, encore et encore, de ne pas vous laisser emporter, d'avoir appris que le monde ne s'arrête pas, mais que vous pouvez vous déplacer différemment, que le chaos peut continuer dehors, mais que vous pouvez marcher à l'intérieur à une autre vitesse, que les autres peuvent s'agiter, discuter, réagir, mais que vous pouvez être celui qui écoute, qui pense, qui choisit. Quand vous décidez d'être la source de votre propre paix, vous cessez de vivre en fonction de ce qui se passe et commencez à vivre en fonction de ce que vous choisissez. Vous pouvez être au milieu du bruit et rester centré. Vous pouvez avoir une mauvaise journée et rester reconnaissant. Vous pouvez affronter une provocation et rester silencieux, car vous avez cessé de chercher la calme comme on cherche de l'eau dans le désert. Maintenant vous la portez avec vous. Cette paix ne naît pas de la perfection, elle naît de la pratique. De chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, de chaque fois que vous respirez avant de répondre, de chaque fois que vous transformez l'impulsion en réflexion. N'attendez pas que la vie vous donne le scénario idéal pour être tranquille, il n'arrivera pas. Mais vous pouvez vous entraîner pour que, quoi qu'il arrive, vous soyez celui qui marque le ton, qui maintient l'espace, qui répond comme la personne que vous voulez être, et non comme l'émotion du moment. Marc Aurèle le disait avec clarté, « Celui qui se contrôle lui-même est déjà protégé du monde. Car quand vous n'avez plus besoin que le monde change, vous changez. Et quand vous changez, l'extérieur n'a plus le même pouvoir. Commencez à le pratiquer aujourd'hui. N'attendez pas le grand conflit. Faites-le dans le quotidien, dans cette petite impatience, dans ce moment d'inconfort, dans cette parole mal placée. Respirez, arrêtez-vous et choisissez. Rappelez-vous que être la source de calme ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne donnez pas votre paix à chaque stimulus, que vous comprenez votre valeur, que vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a un lieu serein que personne ne peut toucher sans votre permission. Et depuis ce lieu, vous pouvez regarder, vous pouvez agir, vous pouvez vivre, non pas comme quelqu'un qui réagit à tout, mais comme quelqu'un qui dirige son propre état intérieur. Aujourd'hui, cessez de chercher dehors ce que vous seul pouvez construire dedans. N'attendez pas que le monde se calme, faites-le vous. Soyez celui qui apporte la sérénité là où elle manque. Soyez celui qui transforme l'environnement par sa seule présence. Car celui qui trouve sa paix en lui-même n'est jamais perdu. Si ces mots vous ont fait réfléchir, écrivez dans les commentaires. La calme que je cherche, c'est moi. Et quand vous le comprendrez, vous serez incassable. Leçon 11. Revoyez vos attentes irréalistes. Revoyez vos attentes irréalistes, car bien souvent, vous n'êtes pas en colère pour ce qui s'est passé, mais pour ce que vous attendiez qu'il se passe. Beaucoup de frustrations naissent d'exigences cachées, de scénarios non exprimés que vous avez supposé que les autres allaient suivre. Vous attendiez de l'attention, et elle n'est pas venue. Vous attendiez de la compréhension, et elle n'a pas été là. Vous attendiez de la gratitude, du respect, de la reconnaissance, et vous avez trouvé de l'indifférence ou du désintérêt. Alors, la déception se déguise en colère. Mais la vérité, c'est que le problème n'est pas dehors. Il est dans cette attente que vous avez créée, nourrie et prise pour acquise. Quand la réalité ne s'aligne pas sur cette image que vous avez construite, vous vous frustrez. Mais pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que vous pensiez qui devait se passer. Et c'est là que commence le conflit, entre ce qui est et ce que vous pensiez que cela devait être. Dans cet espace, vit la majeure partie de la souffrance émotionnelle. Attendiez-vous quelque chose qui n'est pas arrivé? Peut-être que quelqu'un réagisse d'une certaine manière, qu'on vous traite avec une certaine délicatesse, qu'on comprenne votre geste, qu'on réponde à votre effort. Mais cela ne s'est pas produit. Et en ne voyant pas votre attente satisfaite, vous avez réagi. Non pas parce que c'était objectivement injuste, mais parce que votre esprit avait projeté un résultat et n'a pas su accepter la différence. Les stoïques comprenaient cela avec clarté. La souffrance ne naît pas des faits, mais de notre résistance aux faits. Épictète le disait sans détour. Ce ne sont pas les événements qui nous nuisent, mais nos opinions sur eux. Et dans ces opinions vivent une grande partie de nos attentes non examinées. L'idée que les gens devraient agir d'une certaine manière, que la vie devrait être plus juste, que tout effort mérite une récompense. Mais la vie ne suit pas nos règles. Et si vous insistez à exiger qu'elle le fasse,
Vous vivrez dans une tension émotionnelle constante. Acceptez plus, exigez moins. C'est une formule simple et profonde pour vivre avec plus de paix. Il ne s'agit pas de tout accepter sans critères. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les autres, que vous ne pouvez pas prévoir leurs actes, ni les obliger à répondre à vos attentes. Ce que vous pouvez faire, c'est ajuster ce que vous attendez, être plus flexible, cesser de vivre en fonction de la manière dont vous pensez qu'on devrait vous traiter et commencer à vivre en fonction de ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos réponses, vos décisions. Accepter, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est dire, ce n'est pas comme je l'imaginais, mais je ne vais pas permettre que cela me vole ma paix. Car, au final, chaque attente frustrée est une opportunité pour pratiquer la liberté intérieure, pour lâcher prise, pour ne pas s'accrocher à ce qui ne dépend pas de vous, pour s'écouler avec ce qui arrive sans exiger qu'il ressemble à votre idéal. La paix augmente quand vos attentes diminuent. Moins vous exigez de l'extérieur, plus vous vous concentrez sur votre intérieur. Moins vous attendez des autres, plus vous valorisez ce que vous avez déjà. Et plus vous comprenez que personne n'est ici pour suivre vos scénarios mentaux, plus vous devenez libre. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations. Rappelez-vous que chacun agit selon ses propres idées, pas les vôtres. Et cela change la manière dont vous vivez, car vous cessez de vous heurter à la réalité et commencez à l'observer. Vous cessez de réagir avec déception et commencez à répondre avec compréhension. Non pas parce que tout est juste, mais parce que vous comprenez que résister à ce que vous ne pouvez changer ne fait que vous user. Quand votre attente baisse, votre clarté augmente. Vous n'attendez plus de miracles de l'environnement. Vous ne dépendez plus de l'approbation ou de la validation. Et cette indépendance émotionnelle est une forme profonde de paix. Aujourd'hui, je vous invite à revoir ces attentes que vous n'avez pas questionnées. À qui exigez-vous quelque chose sans vous en rendre compte? Qu'attendez-vous qui ne vous appartient peut-être pas d'attendre? Que devriez-vous lâcher pour retrouver votre tranquillité? Il ne s'agit pas de ne plus avoir d'illusions ni de désirs. Il s'agit de savoir différencier entre ce que vous pouvez construire et ce que vous exigez que l'extérieur vous donne. Car là réside la racine du mécontentement. Demandez à la vie ce que vous pouvez vous donner vous-même. Alors, choisissez aujourd'hui de cesser de construire des châteaux mentaux qui finissent par vous écraser. Revenez à ce qui est réel, concret, à ce qui dépend de vous. Et depuis là, vivez plus léger, plus sage, plus libre. Cessez d'attendre, vivez maintenant. Et écrivez-le dans les commentaires pour sceller votre engagement. Quand je cesse d'attendre, je commence à vivre. Et dans cet espace sans exigence, la paix devient inévitable. Leçon 12. Souvenez-vous de votre but le plus élevé, car au milieu du chaos des provocations quotidiennes, des imprévus et des frictions inévitables, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Vous vous enlisez dans l'immédiat, dans ce qui vous agace, dans ce qui ne s'est pas passé comme prévu, et sans vous en rendre compte, vous donnez votre énergie à ce qui importe le moins. Mais si vous vous arrêtez une seconde, si vous faites une pause avant de réagir, vous pouvez vous demander avec honnêteté, cela qui m'irrite aujourd'hui en vaut-il la peine? Cela change-t-il quelque chose d'essentiel dans ma vie? Ce moment mérite-t-il de voler la sérénité pour laquelle j'ai tant travaillé? La plupart du temps, la réponse sera non. Car lorsque vous vous souvenez de votre but le plus élevé, les petits conflits se révèlent pour ce qu'ils sont. Des distractions, des obstacles mineurs sur le chemin de quelque chose de bien plus grand. Si votre objectif est la paix, protégez-la avec vos décisions. Il ne suffit pas de désirer la tranquillité, il faut agir en cohérence avec elle. Car la paix n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une manière de vivre, une manière de penser, de parler, de choisir. Et chaque décision que vous prenez, comment vous répondez, à quoi vous donnez de l'importance, ce que vous laissez passer, vous rapproche ou vous éloigne de cet objectif. Vous ne pouvez pas prétendre vivre en calme si vous réagissez à chaque provocation, si vous transformez chaque désaccord en bataille, si vous laissez le petit éclipser le profond. Les stoïques le savaient bien, l'âme a besoin de direction. Sans un but clair, vous vous perdez dans le trivial. Mais quand vous avez un or intérieur, vous pouvez traverser les tempêtes sans qu'elles vous emportent. Vous pouvez dire « Cela ne fait pas partie de ma mission, je ne lui donnerai pas mon énergie » et ainsi, avec cette lucidité, vous préservez ce qui a le plus de valeur.
Concentrez-vous sur ce qui est important, pas sur ce qui est immédiat, car l'immédiat crie, mais l'important murmure. Et si vous n'êtes pas attentif, votre vie se remplira d'urgences qui ne valent rien. Vous vous irriterez pour des gestes, des mots, des retards, des opinions des autres, et à la fin de la journée, vous réaliserez que tout cela vous a fait sortir de votre centre sans nécessité. Mais si, chaque jour vous vous souvenez pourquoi vous faites ce que vous faites, qui vous voulez être, ce que vous construisez, alors tout s'ordonne. Vous cessez de répondre à l'instant pour répondre avec intention. Vous cessez de gaspiller votre temps dans des discussions sans sens et l'investissez dans la cultivation de votre vision. Car votre but ne se nourrit pas d'impulsion, il se nourrit de discipline émotionnelle. Marc Aurèle disait « Demande-toi à chaque instant si ce que tu fais est aligné avec ton but. » Cette question vous protège, vous ancre, filtre ce qui mérite votre énergie de ce qui cherche seulement à la voler. Votre mission est plus grande que n'importe quelle dispute. Et quand vous le comprenez, vous agissez différemment. Non pas parce que vous devenez indifférent, mais parce que vous développez une intelligence sélective. Vous apprenez à vous taire quand vous pourriez crier, à céder quand vous pourriez insister, à observer quand vous pourriez réagir. Non par faiblesse, mais parce que vous avez choisi une force supérieure, celle de rester fidèle à ce qui compte vraiment. Personne qui a accompli quelque chose de valable dans la vie ne l'a fait en réagissant à tout. Il l'a accompli en se concentrant, en choisissant bien ses batailles, en laissant passer ce qui n'ajoute rien, et vous pouvez faire de même. Vous pouvez décider chaque jour de ne pas vous perdre dans le superficiel. Vous pouvez dire « Cela ne définit pas qui je suis, cela ne mérite pas ma réponse, cela ne mérite pas que ma paix soit perturbée. » Et en le faisant, vous ne fuyez pas, vous gouvernez votre chemin. Faites-en une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose vous irrite, avant de réagir, demandez-vous « Cela contribue-t-il à mon but ? Cela me rapproche-t-il de ma meilleure version ? Ou m'en éloigne-t-il ? Suis-je en train d'agir depuis l'ego ou depuis la vision ? Car votre calme n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Et le protéger fait partie de votre mission. Vous n'êtes pas ici pour répondre à tout, mais pour construire quelque chose qui a du sens. Alors, aujourd'hui et chaque jour, souvenez-vous de votre but le plus élevé. Si cette réflexion vous inspire à agir avec plus de but, écrivez-le dans les commentaires. Je ne suis pas venu pour discuter, je suis venu pour construire. Et chaque fois que le monde vous pousse à réagir, vous choisissez d'avancer. Car votre énergie a une destination et chaque détour inutile ne fait que retarder ce que vous êtes appelé à faire. Restez concentré, agissez avec vision et que rien d'externe ne vous fasse oublier ce que vous êtes vraiment venu faire. Leçon 13. Pratiquez le calme comme un mode de vie. Pas comme une ressource momentanée, pas comme une technique que vous utilisez seulement quand tout se complique, mais comme une identité que vous choisissez de construire chaque jour. Car la véritable calme n'est pas une réaction, c'est une présence constante. Il ne s'agit pas de savoir respirer seulement quand vous êtes sur le point d'exploser, mais de vivre en respirant avec conscience. Il ne s'agit pas de compter jusqu'à 10 quand quelque chose vous irrite, mais de ne pas arriver si facilement à l'irritation. La sérénité authentique ne naît pas du contrôle extérieur, mais de la maîtrise intérieure. Et cette maîtrise ne surgit pas par hasard, elle se travaille, se cultive, devient une manière de vivre qui vous définit en profondeur, peu importe ce qui se passe dehors. Car ce que vous avez développé à l'intérieur a plus de poids, plus de stabilité, plus de pouvoir. Ce n'est pas une technique, c'est une identité. Décidez d'être celui qui ne perd jamais le contrôle. Non pas parce que vous ne ressentez rien, non pas parce que les choses ne vous affectent pas, mais parce que vous avez appris à vous gouverner, parce que vous comprenez que réagir sous l'impulsion, c'est donner votre pouvoir, que répondre avec colère, c'est vous mettre au niveau de celui qui ne se domine pas, que vous laisser emporter par les émotions du moment, c'est abandonner la version de vous que vous travaillez tant. Le stoïcisme enseigne que ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous devez l'accepter, et que ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réponses, votre attitude, est là où réside votre véritable liberté. Devenir quelqu'un qui ne se désagrège pas face au conflit, qui ne déborde pas face à l'erreur d'un autre, qui n'entre pas dans le jeu de la provocation, c'est une décision. C'est vous dire à vous-même, je ne suis pas n'importe quelle réaction, je suis celui qui choisit comment agir, même au milieu de la tempête. La sérénité se travaille comme un muscle quotidien. Il ne suffit pas de la désirer,
Il faut la pratiquer dans les petites choses, dans le quotidien, dans ce moment où quelqu'un vous coupe dans le trafic et que vous décidez de ne pas crier, dans cette situation où quelqu'un vous interrompt et que vous choisissez d'écouter, dans cette conversation où vous pourriez imposer votre opinion, mais choisissez le respect. Chacun de ces moments est un entraînement. Et avec le temps, ce qui demandait un effort au début devient naturel. Votre corps ne réagit plus de la même manière. Votre esprit ne s'accélère plus de la même manière, car le calme devient votre état de base, pas votre exception. Comme un muscle se renforce avec des répétitions, la sérénité se renforce avec des décisions, encore et encore. Et cette pratique quotidienne ne vous transforme pas seulement vous, elle transforme l'environnement autour de vous. Votre exemple peut être le refuge des autres, car le calme se transmet, se ressent, se remercie. Dans un monde rempli de cris, d'urgences, d'offenses rapides et de réponses encore plus rapides, votre présence tranquille peut faire la différence. Elle peut être ce point de stabilité auquel les autres regardent quand ils ne savent pas comment agir. Elle peut être le rappel qu'on peut vivre sans exploser, sans accuser, sans se perdre. Non pas pour vous sentir supérieur, mais pour être utile, pour montrer qu'un autre chemin est possible, qu'on peut avoir du caractère sans agressivité, qu'on peut avoir de la fermeté sans violence, qu'on peut vivre intensément sans perdre le contrôle. Les autres n'ont pas besoin que vous les corrigiez, ils ont besoin de voir quelqu'un qui incarne ce qu'ils n'ont pas encore réussi à atteindre. Et quand vous le faites, vous leur ouvrez la porte sans l'imposer. Pratiquer le calme comme un mode de vie, c'est choisir chaque jour votre centre comme priorité. C'est devenir ce type de personne qui inspire confiance par sa simple manière d'être, qui ne réagit pas avec précipitation, qui ne prend rien personnellement, qui répond avec profondeur, pas avec impulsion. Et ce type de présence ne s'impose pas, elle se cultive, avec patience, avec constance, avec humilité. Il ne s'agit pas de feindre la sérénité, mais d'en faire une partie de qui vous êtes, de ne pas avoir besoin de prouver que vous allez bien, parce que vous allez vraiment bien, de ne pas craindre le conflit parce que vous savez le naviguer sans naufrager, de ne pas avoir besoin du contrôle de l'extérieur parce que vous avez déjà le contrôle de l'intérieur. Alors, aujourd'hui, faites du calme votre identité, non pas comme quelque chose auquel vous aspirez, mais comme quelque chose que vous décidez d'être. Vivez comme celui qui est déjà en paix, même si tout dehors ne l'est pas encore. Entraînez chaque jour cette force silencieuse qui n'a pas besoin de crier, car celui qui est calme guide, et celui qui guide depuis la sérénité laisse une empreinte qui ne s'efface pas. Écrivez dans les commentaires avec fermeté « Je ne pratique pas le calme, je suis le calme ». Et depuis cette certitude, le monde n'a plus le pouvoir de vous faire sortir de votre place. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je m'engage à vivre avec une sérénité stoïque ». Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous vous recommandons. Je remercie sincèrement votre temps et votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.